Bonjour à tous et bonjour à l'équipe de la médiathèque Frida Kahlo de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous les avons invités aujourd'hui pour parler de politique documentaire. On aurait pu parler de la médiathèque qu'ils viennent d'ouvrir, puisque ça fait à peine 3 semaines qu'elle est ouverte. Et nous le ferons peut-être. Mais en attendant d'ouvrir cette bibliothèque, l'équipe a beaucoup travaillé sur les questions de politique documentaire, à la fois sur la question de l'offre, en faisant des choix pas forcément partagés par toutes les bibliothèques et tous les bibliothécaires, et aussi en faisant des choix dans l'organisation du travail des acquéreurs, là aussi des choix pas forcément très classiques. Tout ça sous le mode de l'expérimentation. Et pour ces 3 raisons, il nous a semblé très intéressant de les avoir aujourd'hui avec nous. Donc nous avons alors je ne peux pas dire de droite à gauche parce que je ne sais pas comment ça apparaît à l'écran, Guillaume Gast, qui est le responsable de la médiathèque Frida Kahlo, Élise Canaple, son adjointe, Jérôme Muller, assistant Trouver sa place, on pourra parler des intitulés de poste si on a le temps, et Lucie Lindemann, assistante Être bien. Je laisse tout de suite la parole à Guillaume Gast pour qu'il nous présente cette médiathèque et tout ce travail. Bonjour Eleonore, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour l'invitation à la BPI. On est tous très contents de votre invitation et tous très contents de pouvoir vous parler de ce qu'on a fait. Effectivement, la médiathèque Frida Kahlo vient d'ouvrir. On a ouvert le 19 janvier. C'est une nouvelle médiathèque de l'Eurométropole de Strasbourg qui s'implante sur la commune de Schiltigheim et on a ouvert en 2024, année où Strasbourg est capitale mondiale du livre de l'UNESCO, c'est à souligner. Merci effectivement à la BPI, merci aussi à la direction du service, donc Bertie Letry, responsable du réseau eurométropolitain, et Fanny Ancry. Fanny qui coordonne la politique documentaire du réseau de la ville et de l'Eurométropole. C'est un chantier qu'elle a lancé. Et aujourd'hui, l'arrivée de la médiathèque Frida Kahlo a été l'occasion finalement de mener des expérimentations sur la Poldoc qui font l'objet de ce bibliogris. Alors rapidement, je vais vous présenter les quelques photos que l'on a mises en introduction. Donc ça, c'est l'extérieur de la médiathèque, un bâtiment sur 3 niveaux. Vous avez des espaces qui sont très beaux. Hein. Pour le coup, c'est une médiathèque qui est neuve, donc elle est très photogénique. On a là à gauche l'espace jeux vidéo, à droite l'espace petite enfance. On a aussi un espace facile à lire. Vous voyez dans le fond, notre fond de documents, de DVD, quelques niches à livres que l'on a placées sur des boulots. C'est une médiathèque sur 3 niveaux, je le disais, avec une grande terrasse aussi. Et la singularité de l'établissement, c'est aussi d'avoir des logements au-dessus de la médiathèque, puisqu'on a 3 niveaux de logements au-dessus des 3 niveaux de médiathèque. Merci pour ces quelques images. Pour l'introduction, ce qu'on voulait vous dire, c'était qu'en 2018, on a commencé à travailler la programmation architecturale et le projet scientifique. Programmation qu'on a été accompagné là-dessus par un cabinet Émergence Sud qui nous a aidé à réunir, par exemple, un panel de citoyens sur les objectifs que l'on se souhaitait pour cet établissement, des objectifs qui ont abouti à un projet scientifique et à une délibération du Conseil de l'Eurométropole qui fixe comme cadre une médiathèque citoyenne et culturelle qui place les usagers au cœur. Donc, placer les usagers au cœur et faire une médiathèque citoyenne, ça a impliqué nécessairement d'avoir des pratiques participatives et on ne se voyait pas avoir une pratique participative avec le public sans avoir aussi une pratique participative en interne, un management participatif. On est donc parti sur des recrutements pour les postes d'assistants et d'assistantes sur des fiches de poste génériques. C'était pas des fiches de poste pour être assistant jeunesse, assistant ciné ou quoi ou qu'est-ce. C'était pour être assistant à la médiathèque. À l'époque, c'était la médiathèque Nord, assistant ou assistante à la médiathèque Frida Kahlo. L'envie et ce à quoi on a abouti, c'était de réaliser un organigramme en commun
en se basant donc sur les objectifs du projet scientifique et de décliner ces objectifs du projet scientifique en organigramme. On a abouti à 3 pôles, donc trouver sa place, être bien et découvrir le monde. Dans ces 3 axes, on a des outils qui sont les outils de la médiation, qui sont les outils de la politique documentaire. Et donc, la politique documentaire a aussi été pensée sous cet angle. Et c'est Élise et l'équipe qui vont ce matin présenter ce à quoi on a abouti. Donc, la politique, elle a été conçue comme une déclinaison véritablement du PSCES, donc du projet scientifique, culturel, éducatif et social, et des axes qui avaient été retenus. L'idée, c'était que les choix documentaires soient vraiment au service du projet, du territoire et des besoins qu'on avait identifiés de la population. Et que ce soit pas l'écueil qu'on peut trouver parfois, qui est d'avoir un projet qui est basé sur les collections avec cette segmentation juste parce qu'elle est habituelle dans la profession entre la jeunesse et les adultes, entre le multimédia et la littérature ou les documentaires, parce que c'est des choses qui sont une structuration historique de la profession. Et finalement, l'idée, c'était de dépasser tout ça. Que ce soit avec les fiches de poste pour les assistants et les adjoints qui sont toutes des fiches de poste génériques. Et l'idée, c'était vraiment de travailler le projet avec la collection comme un outil du projet parmi d'autres. Et donc, en 2019, moi, quand je suis arrivée, j'ai travaillé donc sur le schéma général d'orientation d'après le PSCES pour le décliner d'après les orientations donc médiathèque citoyenne culturelle avec les usagers au centre et les orientations volumétriques en lien avec le projet du bâtiment et ce que le cabinet de programmation avait pu fournir. Et ensuite, en 2020, quand l'équipe est arrivée, bon, progressivement, puisque 2020 c'est une année particulière, on le sait tous, donc au fur et à mesure de l'arrivée de l'équipe, là on est vraiment passé dans le dur avec un chantier global qu'on a travaillé en collectif sur la déclinaison de ce schéma général d'orientation, sur la déclinaison de ce PSCES et sur l'organisation avec et par l'équipe de tout ça pour mener à bien ce projet qui est aussi un projet documentaire, mais pas seulement. Et donc, notre manière de fonctionner, ça a été des réflexions collectives avec des journées de rassemblement, voilà, et dès l'expérimentation, se donner le droit à l'expérimentation. C'était quelque chose d'original et c'était la place qu'on a pris dans le chantier de politique documentaire de notre réseau, et aussi de formaliser au fur et à mesure et d'avoir cette base solide pour le projet. Les grands axes du schéma général d'orientation, c'était donc 5 axes qui sont à la fois des axes documentaires mais aussi des axes de médiation: l'environnement, la parentalité, la citoyenneté, l'éducation artistique et culturelle et l'éducation média et information, avec une optique qui se veut résolument grand public. C'est-à-dire que le projet des succès du moment dont vous parlera mon collègue après s'inscrit là-dedans, mais aussi le fait d'aller vers les romans sentimentaux, d'aller vers le young adulte, d'aller vers un fonds facile à lire, vers une place donnée aux documents accessibles, notamment vis-à-vis des publics DIFS, mais aussi avec un plan de classement en langage naturel. On a abandonné la Dewey, on a abandonné la PCDM4 et l'utilisation de pictogrammes, etc. Tout ça vraiment dans cette optique grand public, et aussi vers la fraîcheur. La fraîcheur, c'est ce qu'on appelle chez nous la jurisprudence, parce que moi j'appelle, et ça la jurisprudence Petit Prince. On n'a rien dans les collections en format physique qui date avant 1945. Donc, on ne trouvera pas Zola, on ne trouvera pas Rimbaud sous format physique. On l'a sous format numérique, mais pas sous format physique. Le but, c'était dans la carte documentaire du territoire, dans les besoins de la population, à l'échelle de notre bâtiment, pour garder aussi un bâtiment agréable, qui soit pas surchargé de collections. On a été vers la fraîcheur, vers ce que les gens demandent, vers ce qui est difficile à avoir accès, parce que ça a un coût aussi. Il y a plus de 70% de la collection qui date de moins de 7 ans. L'idée, c'était aussi d'ouvrir le bâtiment avec 80% de la collection, pour avoir un taux de renouvellement important, pour avoir la possibilité de continuer à adapter la collection en fonction du public qu'on va recevoir et de ses désirs. Il y a aussi le fait de tendre vers le 50-50 sur collection jeunesse, collection adulte, ce qui est le reflet de la population qu'on a. Et d'après les premiers emprunts, je pense qu'on est tous d'accord que c'était pas une erreur. Et c'est aussi de faire des achats participatifs avec le public dès avant l'ouverture. On a un club BD qui a fait des achats, on a fait des playlists musicales avec des partenaires avec lesquels on avait des projets de médiation, et on a fait du vote en direct pour l'achat de jeux de société ou de manga, même le jour de l'inauguration. Donc voilà, ça c'est tout les orientations dans lesquelles on était de ce schéma général d'orientation, et on va vous parler peut-être de plus d'exemples précis maintenant.
Moi, j'ai l'impression que chaque axe pourrait faire l'objet d'un entretien d'1 h 30. Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer juste sur l'expérimentation, sur la fraîcheur des collections. Et donc, c'est Jérôme qui nous en parle davantage. Donc, pourquoi déjà avoir décidé de mettre cet accent sur les nouveautés, d'où ça, mais pas que l'accent en fait, c'est vraiment une dominante. Voilà. Je sais pas comment Alors, dès le départ du travail sur les collections, l'équipe a souhaité très fortement que nos fonds soient à la fois frais et en adéquation avec ce que les publics demandent. Et on connaissait les fonds best-sellers qui avaient déjà été mis en place dans les médiathèques de Calais, Saint-Étienne, Saint-Genis-Laval. Et on connaissait aussi la publication du mémoire de l'ANSIB sur ce sujet-là. Et on s'était dit que ce serait intéressant de s'appuyer sur tout ça pour rédiger notre propre fiche domaine et se lancer dans l'expérimentation du fonds best-seller qu'on a appelé chez nous « Succès du moment ». Et en fait, ce fonds, il fonctionne de la manière suivante. Toutes les semaines, il y a un podium Edistat qui est publié, dans lequel, en fait, chaque document qui entre nouvellement dans le podium, nous, on le met dans des paniers électres et on les transmet directement le jour même à nos fournisseurs. Et dans un circuit complètement raccourci, ils nous les font parvenir. On fait un équipement minimum pour les rendre accessibles au public le plus rapidement possible. Et ça fait qu'en fait, sur un mobilier dédié, les usagers de la médiathèque Frida Kahlo peuvent trouver ce qu'on trouve en librairie sur les podiums. Mais alors en beaucoup d'exemplaires aussi ? Alors, à chaque fois en un exemplaire, mais ça n'empêche pas le doublon avec notre fonds général, en fait. Hein. C'est un fonds qui fonctionne complètement indépendamment de nos fonds généraux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait d'abord rédigé un appel d'offres qui n'a pas trouvé de réponse parce que vraiment, c'est un circuit particulier et que ça demande une gymnastique particulière aussi pour le libraire qui rentre complètement dans notre circuit. Et donc, on l'expérimente à ce stade de façon un peu plus artisanale. On le fait nous-mêmes. Et donc, le libraire joue le jeu, notre fournisseur général joue le jeu et il livre une fois par semaine ce qui concerne uniquement le best-seller. Et donc, alors, ce qui est intéressant pour l'ensemble du réseau et pas seulement pour la médiathèque Frida Kahlo, c'est que d'un coup, ces documents sont rendus visibles à l'aide de nos paniers dans notre arborescence électre et l'ensemble du réseau bénéficie finalement du travail qu'on mène là-dessus. Et les documents qui habituellement se trouvent moins en bibliothèque, dans cette sélection Edistat, sont rendus visibles et tout le réseau peut en bénéficier en fait de cette expérimentation. Alors, donc effectivement, vous êtes appuyé sur des choses qui s'étaient déjà faites ailleurs. J'imagine que ça vous a aidé à mettre en place aussi des outils de mesure pour évaluer au bout d'un moment cette expérimentation. J'imagine que tout ça est prévu puisque tout a l'air tellement bien prévu. Alors, l'évaluation, on arrive un petit peu tôt pour parler d'évaluation puisqu'on n'est ouvert que depuis 3 semaines et donc ce circuit, on le voit seulement se déployer depuis peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut être vigilant sur le fait que est-ce que l'usager de la bibliothèque est le même que l'acheteur de la librairie, en fait, puisque les podiums ne sont pas forcément les mêmes. Et comme le disait Élise, en fait, on a ouvert la médiathèque avec 80% de nos collections et il nous reste 20% de fonds d'investissement sur lequel on peut ajuster le tir. Donc, possiblement changer cette fiche domaine et puis la mettre plus en adéquation avec la demande réelle du public, plus que la demande que nous, on a projetée au départ. Alors, juste une question sur les règles qui régissent l'emprunt. Ce fonds-là en particulier, on peut n'emprunter que ça ou c'est limité? Alors, on peut n'emprunter que ça. Alors, quand on vient à la médiathèque, on peut emprunter 10 livres. Le fonds best-seller permet d'être le 11e livre auquel on aurait éventuellement droit. Par contre, avec un prêt non renouvelable et pas de réservation possible pour permettre plus de présence sur le mobilier dédié et puis une meilleure rotation. Donc, effectivement, on revient vers vous dans 6 mois, dans 1 an, pour voir comment vous ajustez l'offre et la demande, parce que j'imagine que effectivement, le public doit trouver son compte dans cette proposition.
Et alors, je voudrais maintenant qu'on passe à la manière dont vous êtes organisé au sein de l'équipe. Vous avez organisé une gestion tournante des acquisitions. Là, je ne sais même pas si vous êtes inspiré d'autres bibliothèques qui faisaient ça. Est-ce que Lucie, pourquoi, comment? Oui, j'ai pas forcément de source d'inspiration particulière. C'était plus c'était très tôt dans le projet que c'est arrivé. En fait, déjà, il faut rappeler que c'est une décision qui s'est prise dans un contexte de préfiguration. C'est quand même beaucoup plus facile de mettre en place ce genre de procédé dans un contexte voilà, où on a le temps de s'occuper des collections vraiment et d'expérimenter des choses, puisqu'on a bien parlé vraiment du côté expérimental de l'ex sur plein d'aspects. Donc, effectivement, on a voulu tenter la gestion tournante. Il y avait aussi une vraie volonté dans le choix de faire ça, d'être polyvalent. Il se trouve que Guillaume et Élise viennent, tous les deux sont issus, ils ont une longue carrière avant à la médiathèque Malraux, qui est quand même un gros bloc dans le réseau. C'est vraiment une très, très grosse bibliothèque qui, pour le coup, avait des acquéreurs très spécialisés sur des fonds vraiment très spécifiques. Ça se justifie totalement dans un établissement aussi grand. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des problématiques à certains égards, notamment quand un acquéreur est amené à partir et ne pas forcément être remplacé tout de suite. Donc, il y avait cette volonté-là de pouvoir être plus polyvalent, d'autant plus qu'on fait du service public dans tous les étages. Donc, on essaye de pouvoir répondre aux demandes à minima aux lecteurs voilà, sur à peu près tous les fonds. Donc, ça, c'est plutôt le pourquoi. Sur le comment, au début, on a été beaucoup plus ambitieux que ce qui a finalement été décidé. C'est qu'au début, on avait vraiment envisagé d'être acquéreur dans tous les domaines, voilà, que tous les 6 acquéreurs puissent faire tous les paniers ensemble. Quand je dis tous les paniers, c'est l'intégralité du fonds. On s'est bien rendu compte que au niveau logistique, au niveau temps, au niveau gestion des fonds, ce serait pas possible. Voilà, on était quand même que 6 acquéreurs. On a ouvert avec 38 000 documents à peu près, et on avait quand même une grosse volumétrie à acheter. Donc finalement, on a décidé de se concentrer sur les fonds qui sont quand même les gros morceaux de notre collection, donc à savoir la littérature adulte, les DVD de fiction, les CD adultes et aussi une partie des imprimés documentaires, tout ce qui concerne l'environnement, puisque c'est un de nos gros axes forts, l'environnement. Et donc concrètement, en fait, on a un tableau annuel et en début d'année, chacun sait ce qu'il va acquérir dans tous ces domaines-là. Donc par exemple en littérature, Jérôme va s'occuper de la littérature générale pour une commande, moi je vais m'occuper du policier, une autre acquéreuse va s'occuper de l'imaginaire et la commande d'après, on va tourner. Voilà, et on procède de la même manière pour les DVD, de la même manière pour les CD. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un regard sur tout ce qui sort un peu dans tous les domaines. Si je devais faire un bilan en préouverture, puisque là, on a ouvert depuis 3 semaines, on pourrait vraiment dire que ça a fonctionné en bibliothèque fermée. Le seul petit bémol qu'on pourrait peut-être mettre, tu me diras Jérôme, c'est la perte de temps pour tout ce qui est gestion de série. Puisqu'en fait, quand on passe derrière quelqu'un, on ne sait pas forcément quelle série il a commencé. Et on peut être amené à perdre un peu de temps à faire des vérifications qu'on n'aurait pas faites si ça avait été notre fonds à nous. Voilà, donc ça peut être un peu fastidieux, mais globalement, on s'en est quand même très bien sortis. On a tous été plutôt contents, je pense, de pouvoir acquérir pas dans un seul domaine, notamment ce dont parlait Élise avant, cette espèce de cloisonnement très traditionnel, jeunesse, adulte, DVD. Et on est content. Et finalement, le challenge, ça va être, est-ce qu'on continue de cette manière-là en post-ouverture avec une telle fréquentation? Est-ce qu'on va y arriver, en fait? On se dit que c'est aussi un facteur de cohésion d'équipe, probablement, de partager dans le temps ces préoccupations. Alors, j'avais quand même une question pour revenir un peu au choix de la fraîcheur. Est-ce que vous avez, donc en 3 semaines, pu constater que ça pouvait attirer des publics différents de ceux du reste de l'Eurométropole, de ce que vous avez pu voir ailleurs dans d'autres bibliothèques? Juste les collections, je dirais pas. C'est vraiment celle-là. À l'heure actuelle, on a vraiment une forte fréquentation avec un très fort public adolescent, par exemple, ce qui est une vraie richesse parce que c'est vrai que c'est toujours délicat comme public à amener. Nous, c'est vraiment très spontané et on a vraiment
on a vraiment de la chance sur ce plan-là. Le défi, après, c'est de les gérer, quoi. Oui, bien sûr. Mais du coup, je dirais, ce public-là vient pas forcément pour les collections. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a fait quand on a fait des visites guidées du bâtiment à l'inauguration ou même un peu avant avec des partenaires, fréquemment, ce fonds-là génère un engouement, en fait. C'est-à-dire que le fonds des succès du moment, on a pu voir que parfois, même quand on a invité les entreprises qui avaient participé au chantier, qui sont venues avec leurs enfants, avec leur famille, en fait, il y a des adolescentes, il y avait le fonds de succès du moment, elles ont dévalé les escaliers pour se jeter dessus parce que soudainement, il y avait un livre dont elles avaient vu le livre sur TikTok. Et donc, du coup, ça, on peut constater qu'effectivement, à certains égards, il y a des livres qu'on n'aurait pas du tout achetés en médiathèque et qui soudainement sont là et en plus comme ils sont en tête de gondole, vraiment on les a mis on les voit depuis la vitrine du bâtiment. Le but c'était vraiment de cibler des choses qu'on n'aurait pas forcément acquis en médiathèque et de dire que ça aussi c'est présent et donc alors pardon, c'est une manière de renoncer à notre rôle un peu traditionnel de prescripteur. Donc ma question un peu subsidiaire, c'est comment ça a été vécu par les équipes? Est-ce qu'on lâche facilement ce rôle? Pas toujours de façon très simple, et je pense qu'il faut se déconstruire en tant que bibliothécaire pour abandonner ce rôle-là. Il y a eu de gros questionnements sur l'identité professionnelle, en fait. Qu'est-ce que je suis si je suis pas bibliothécaire cinéma, par exemple, c'est ce que j'étais sur mon poste précédent. Et c'est vrai que l'intitulé de poste, vous l'avez dit, trouver sa place déjà, c'est un petit peu déstabilisant. Et si en plus j'ai pas de fonds dédié, quelle est mon identité? Mais ensuite, ça permet aussi de décentrer notre façon de travailler, dans le sens où donc trouver sa place, c'est un poste qui demande à avoir une attention particulière sur toutes les questions sociales et d'inclusion. Et par exemple, Lucie parlait des acquisitions partagées de façon crantée. Et l'exemple que je peux donner, quand j'étais en charge de la littérature sentimentale, le poste que j'occupe m'a permis d'avoir un regard particulier sur, par exemple, la présence des couples LGBT dans la littérature sentimentale, la représentation des personnes racisées dans la littérature sentimentale. Donc, j'ai pris contact avec différents éditeurs pour leur demander exactement quelle était leur offre. Et donc, j'ai bien mis en lien mon intitulé de poste avec les collections que j'avais en charge à ce moment-là. Alors, il y a une autre question que ça suscite pour moi, c'est est-ce que vous pouvez parler de l'organisation au sein du réseau? Est-ce qu'il y a un prêt, un retour indifférencié? Est-ce que cette offre que vous avez pensée pour cette médiathèque et pour ce quartier, le reste des habitants de l'Eurométropole peuvent y avoir accès sans se déplacer jusqu'à... Parce que ça peut aussi déséquilibrer, du coup, ce à quoi vous avez pensé. Alors, la question, si c'est est-ce que ça déstabilise la fréquentation des autres établissements ou la politique documentaire des autres établissements, aujourd'hui, on est vraiment trop tôt pour le dire. Nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'en ayant une nouvelle offre dans le réseau, on va avoir nécessairement des gens qui vont venir pour cette offre. Aujourd'hui, on n'a pas de navette aller sur les autres médiathèques. On a des navettes retour, donc on va devoir étudier cette fréquentation, cette multifréquentation. Pour l'instant, on ne l'a pas observé. D'accord. Et je voulais aussi parce que c'était très intéressant ce que tu as dit, Jérôme, sur l'identité du bibliothécaire. Mais alors, c'est ce qu'on acquiert, mais aussi la manière dont on fait. Et cette manière-là, donc, ça a été accepté de tourner régulièrement. Alors oui, ça a été accepté. Ouais. Oui, je pense que ça a été accepté par toute l'équipe. Et puis peut-être même que au moment de l'ouverture, donc on démarre l'année avec un nouveau calendrier d'acquisition et on s'est posé la question collectivement, est-ce qu'on continue ce fonctionnement participatif? Et on a tous tenu à continuer ce fonctionnement-là. Ce qui en dit beaucoup malgré nos doutes. Ça demande quand même un effort supplémentaire. Mais aussi, on en voit les bénéfices. Je peux dire que nos collections
de littérature, de cinéma et de musique, elles sont vraiment plurielles. Je donne souvent cet exemple. Hein, donc avant, j'étais responsable cinéma. Pour moi, ma collection, enfin le fonds que je proposais à mes usagers, c'était le plus beau du monde, hein, parce que c'était moi qui l'avais constitué. Et c'était le cas pour moi, mais en fait, il l'était pas pour l'ensemble de mes usagers, hein, seulement ceux qui adhéraient à ma vision. À la médiathèque Frida Kahlo, en fait, c'est 6 visions différentes qui se confrontent, qui s'additionnent dans ce fond, et finalement, donc, potentiellement beaucoup plus d'usagers qui adhèrent à notre vision, et ça, je pense que c'est plutôt réussi. Ouais, j'ajouterais, c'est vrai que Jérôme a parlé de déconstruction, et je pense qu'on en est vraiment là, parce que je regarde avec tendresse la moi d'il y a 3 ans, où quand on m'a dit qu'on n'achèterait rien avant 45, j'avais les cheveux qui se hérissaient. Donc, il y a un vrai travail aussi sur nous-mêmes en tant que bibliothécaires, et qu'est-ce que c'est être bibliothécaire en 2024 pour nos usagers. Et c'est vrai qu'on essaye de penser avant tout aux usagers et de se décentrer un peu, voilà. Après, peut-être pour préciser, on n'a pas tout en participatif. Par contre, les acquéreurs sont forcément multi-âge, multi-support. Ce qui fait que même dans ce qui est réparti entre acquéreurs, les 3 pôles, ils ont un sens vis-à-vis aussi des collections, parce qu'il y a un sens vis-à-vis des projets de médiation. Donc, par exemple, trouver sa place, on va avoir plutôt ce qui est tourné vers les adolescents, notamment les mangas par exemple. Découvrir le monde va être en charge de tout ce qui va être la petite enfance, mais aussi de la géographie pour les adultes et les enfants. On va aussi avoir dans être bien tout ce qui est développement personnel, mais aussi loisirs créatifs, et aussi la poésie, le théâtre pour les enfants et les adultes à chaque fois. Et donc il y a aussi des choses qui restent attribuées, qui sont réparties. Comme on dit, on n'a pas mis tout dans le pot commun. Et mais comme c'est réparti en fonction des pôles, ça permet d'être plus ouvert. Et après aussi, on n'a pas parlé du travail qu'on mène à l'échelle de l'ensemble de l'équipe, parce que là, on parle acquéreurs, mais en fait, les acquisitions, elles sont aussi partagées et vécues par l'ensemble de l'équipe, y compris les adjoints. Et donc, notamment au niveau de tout ce qui est jeux vidéo et jeux de société, l'équipe d'adjoints, qui pendant la préfiguration était de 5 agents, maintenant est de 9 agents, est très investie dans toutes ces actions, dans toutes ces acquisitions-là, et dans le fait que les acquisitions soient aussi partagées et tournantes fait qu'il y a beaucoup plus de suggestions, de participation à l'échelle de l'ensemble de l'équipe, en fait. Enfin, pour moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais, non, ça serait intéressant de voir si effectivement sur le long terme cette souplesse continue à vous faire bouger, comme tu le disais, Lucie, ou si il y a des problèmes, des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui qui émergeront. Et en particulier, je pense, finalement, on connaît moins les fonds si on passe qu'un temps court sur une acquisition. Et est-ce que ça change la qualité de notre conseil? Est-ce que c'est un problème ou pas? Enfin, j'ai l'impression que sur le long terme, on aura quand même pas mal de choses à évaluer. Et alors peut-être dernière petite question, c'est finalement vous pensez l'offre publique comme si un peu vous étiez un point de vente, un point relais à la gare, couplé à une Fnac un peu grande ou une boutique culturelle du centre Leclerc. C'est que il y a quand même je me fais un peu l'avocat du diable, hein, évidemment, mais je veux vous entendre là-dessus. Non, moi je pense qu'il y a une juste balance des choses. Il y a un constat qui a été fait que quand même, et moi la première, et ça m'a fait mal de l'admettre, on a tendance à être élitiste et peut-être avoir un peu la barre trop haut, à mettre la barre trop haute parfois, et de toujours penser à l'usager en premier. Et voilà, et c'est aussi dans cette optique-là que le fonds de best-seller a été mis en place, parce que voilà, ça correspond quand même à des usages. Et on avait quand même souvent des livres qui étaient dans les meilleures ventes et qui n'apparaissaient pas du tout dans le réseau. Donc ça interroge quand même. À l'inverse, on continue. Mais entre pas du tout, un peu et tout. Voilà. Et à l'inverse, on continue quand même, je pense, à proposer des choses un peu plus audacieuses, mais peut-être dans une moindre mesure que dans certains établissements, sachant qu'on a un fonds qui n'est quand même pas un gros fonds. Donc, on ne peut pas se permettre autant d'audace que dans un fonds comme Malraux, où il y aura quasiment tout ce qui se fait dans la production. Donc, c'est une juste mesure à avoir, et on essaye quand même de garder des choses à faire découvrir, des choses un peu plus audacieuses. Et en complément, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur le fait que les bibliothèques, parfois, on a besoin d'aller chercher un peu de public. Aujourd'hui, on a des taux de pénétration dans les populations qui sont pas folichons. Peut-être
qu'une Poldoc un peu audacieuse, peut-être qu'une Poldoc qui suit un peu plus aussi les tendances, est de nature à attirer le public chez nous. Et surtout dans notre dispositif, ce qu'on a pensé en réservant 20% des fonds d'investissement à des acquisitions post-ouverture, c'est maintenant on va analyser assez finement ce qui se passe au niveau des prêts, alors pas sur ces 3 semaines où là tout part, mais sur l'année, sur les 6 premiers mois, comment ça se passe, qu'est-ce que les gens sont venus chercher chez nous. Oui, et l'impact sur votre image aussi. Mais... Non, je te laisse la parole. Oui, excuse-moi, je pense qu'on reste aussi humble et qu'on est tout à fait conscient qu'il va y avoir des ratés. Ça, c'est une évidence. Il y a des choses qui vont pas sortir, il y a des choses sur lesquelles on s'est peut-être complètement planté et voilà. J'aime beaucoup cette conclusion sur on a le droit de rater. Globalement, on a l'impression que pour les 3 premières semaines d'ouverture, on est plutôt du côté du succès que de l'échec, n'est-ce pas? Alors oui, on a une très très forte fréquentation. Effectivement, sur les 14 jours d'ouverture, on est à 1300 personnes en moyenne par jour sur 2500 mètres carrés. Autant vous dire qu'on est submergés et ravis de voir tout ce monde venir nous rencontrer. Il va falloir tenir sur la distance. Je pense qu'on reviendra vers vous avec toutes les questions qui se posent. On va vous laisser ouvrir grand les portes de votre établissement. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Le prochain BiblioGrill se tiendra le 14 mars et il se penchera à nouveau sur les ressources numériques, mais sur un segment très précis qui sont les ressources gratuites en auto-formation. Un sujet pointu. J'espère que vous serez de l'autre côté de la caméra, chers collègues de l'Eurométropole de Strasbourg. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.